Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Raël. C'est un gourou qu'on voyait pas mal dans les médias il y a une vingtaine d'années. Il prétendait avoir rencontré plusieurs fois des extraterrestres qui lui avaient donné la mission de répandre la bonne parole sur Terre, hein. Il se sentait investi d'un rôle de prophète. Il était censé être le demi-frère de Jésus, le demi-frère de Bouddha. Et donc il a créé un mouvement, une secte qu'on appelle le mouvement raélien. Et c'est aussi lui qui a prétendu avoir été le premier à réussir un clonage humain. Alors dans cette secte, il y a eu pas mal de dérives et pas mal de dérapages, hein, qu'on connaît aujourd'hui. Elle existe toujours. Et cette semaine, il y a un documentaire qui est sorti sur lui, sur son mouvement, que j'ai eu l'occasion de regarder. Et j'ai regardé avec son thème astral sous les yeux. Et vous allez voir que c'est vachement intéressant d'étudier ce thème astral en connaissant justement la vie de ce personnage. Alors son vrai nom est Claude Vorilon. Il a commencé sa carrière comme chanteur sous le pseudo de Claude Seller. Il a sorti plusieurs disques dans les années 60 où il imitait Jacques Brel. Il chantait assez bien d'ailleurs. Je l'ai entendu la semaine dernière dans Les Grosses Têtes, l'émission de radio de Ruquier, où justement il parlait, de la sortie de ce documentaire. Et donc la carrière de Claude Seller s'est arrêtée rapidement suite au suicide de son producteur. Il a ensuite été journaliste sportif. Il a créé en 71 une revue sur le sport automobile. Et pas de bol, après le choc pétrolier de 73, donc 2 ans plus tard, les sports automobiles sont interdits en France et donc il a dû cesser sa publication. Alors 2 semaines après ça, il prétend avoir rencontré des extraterrestres dans le Massif central qui lui donnent le nom de Raël et qui lui expliquent qu'il est le nouveau prophète qui doit construire une ambassade pour accueillir le retour des Elohim, donc le nom de ces fameux extraterrestres, qui seraient à l'origine de la vie sur Terre. Et donc Raël doit aussi répandre l'information sur Terre. Il fonde alors son mouvement raélien, considéré comme une secte en France dans les années 90. On y observe de nombreuses dérives. Il prône la liberté sexuelle, il incite les gens à se déshabiller, sauf lui, bien sûr, à avoir des relations sexuelles entre eux, à initier les enfants très tôt à la sexualité. Il est lui-même tout le temps entouré de très jeunes femmes qui ne sont pas toujours très habillées. Pour construire son ambassade qui accueillera le retour de ses amis extraterrestres, il demande à tous les membres de la secte de verser 10% de leur salaire, plus 1% qui va directement dans sa poche. Fin 2002, Brigitte Boisselier, membre de la secte et une très proche de Raël, prétend qu'ils ont réussi le premier clonage d'un être humain et que l'enfant est né. Alors ça leur apporte une très grande couverture médiatique, mais aussi des procès, notamment aux États-Unis. On leur demande de fournir des preuves de ce qu'ils avancent, et bien sûr, on n'en aura jamais. Alors j'ai été très étonné d'apprendre, en regardant ce documentaire, qu'elle a aujourd'hui 77 ans, il vit au Japon, il ressemble à un vieillard, et il est toujours entouré de jeunes femmes, légèrement vêtues. Brigitte Boisselier affirme toujours que cet enfant cloné, appelé Ève, vit quelque part. Elle est restée adepte du mouvement raélien et vit en Amérique centrale. Alors voici le thème astral de Claude Vorilon, dit Raël. On va d'abord regarder le fond du thème, les éléments qui ressortent, avant de rentrer plus en détail dans son thème. Son soleil est dans le signe de la balance. Au moment de sa naissance, le signe de la Vierge se trouvait au niveau de l'horizon est. Il est donc balance, ascendant Vierge. Le maître d'ascendant, donc la planète qui gouverne le signe de la Vierge, Mercure, est en balance, et sa lune est en Sagittaire. Les signes valorisés dans son thème sont donc la balance, la Vierge et le Sagittaire. On voit là une personne ouverte aux autres, avec le souci de cultiver des relations harmonieuses. Il y a un côté très équilibré. Le Sagittaire apporte un certain enthousiasme, du feu qui réveille ce thème. Et l'ascendant Vierge évite trop de fougue. Ça lui donne cette apparente humilité, apparente seulement, qui reste dans la retenue, qui n'est pas dans l'excès lorsqu'il s'exprime. Quand on le voit parler dans les médias, sur les plateaux télé ou devant ses adeptes, il paraît à l'aise, il n'en fait pas trop. On sent cette lune sagittaire qui le motive, qui fait briller ses yeux, qui le pousse à partager ses idées avec une certaine ardeur. Mais il sait garder une image acceptable, raisonnée, politiquement correcte. Il n'a pas l'air d'un fou, il paraît même plutôt sensé sur la forme. Et les planètes dominantes sont Uranus et la Lune, planètes angulaires, donc en conjonction à l'un des 4 angles, en l'occurrence le milieu du ciel pour Uranus et le fond du ciel pour la Lune.
Et on peut noter un Neptune bien valorisé également, conjoint au Soleil et au maître d'ascendant, donc Mercure. Alors là, on sort du côté plus conventionnel de son mode d'énergie principal indiqué par les signes valorisés. Avec un Uranus fort, il y a un besoin de se démarquer, d'exprimer son originalité. C'est une planète qui prône la liberté, le droit à la différence et le besoin de sortir des conventions, des sentiers battus. Alors chez lui, ça ne se fait pas à la façon d'un Che Guevara, de façon frontale, vu ce qu'on a vu sur les signes valorisés, mais à sa façon, de manière plus acceptable, plus subtile, au départ en tout cas. Une lune forte procure un imaginaire puissant. Lorsque cette planète fait partie des dominantes, comme ici, on vit beaucoup dans sa tête, dans son monde intérieur. On peut même avoir du mal parfois à faire la différence entre rêve et réalité. On vit dans le prolongement de ses émotions. Mais chez lui, cette lune est bien reliée au reste du thème. Elle forme un bon aspect à Saturne, un trigone, ainsi qu'un sextile au Soleil, ce qui permet un certain équilibre émotionnel et lui permet de faire la part des choses, de garder la tête sur les épaules. D'ailleurs, le Soleil est également bien relié à Saturne, un sextile exact, qui lui procure là aussi une certaine verticalité, un côté stable, un solide. Par contre, le Soleil est en conjonction à Neptune, ainsi que Mercure, qui est le maître d'ascendant. Alors, lorsque Neptune est conjoint, carré ou en opposition à l'ascendant ou au maître d'ascendant, il y a souvent plus de difficultés à se construire, à se forger un ego. On met plus de temps que les autres. Chez lui, la conjonction est assez large, et Mercure est par ailleurs pas mal dans ce thème. Il est trigone à Uranus, au milieu de ciel, sextile à Pluton. Et à cela, ajouter ce que je disais sur ce Soleil bien relié à la Lune et à Saturne, c'était sûrement beaucoup moins vrai pour lui. Avec un Neptune fort, on est très perméable à ce qui nous entoure, aux autres, aux ambiances. On a une forte sensibilité, ce qui est aussi d'ailleurs le cas pour la Lune. Il y a dans cette conjonction Soleil-Neptune un côté très pacifiste, mais aussi idéaliste. On peut avoir tendance à rêver sa vie, un peu comme le lunaire, plutôt qu'à vivre ses rêves. Alors ça aurait pu être le thème d'un artiste d'ailleurs, avec cette inspiration neptunienne, d'imagination lunaire, l'inventivité uranienne et le sens esthétique de la balance. Il a d'ailleurs commencé sa carrière comme chanteur. Si on entre un peu plus dans son thème, on remarque un Mars fort, en domicile en Scorpion, donc signe dont il est l'un des 2 maîtres avec Pluton. Ce Mars, conjoint à Jupiter, indique une capacité à entrer en action, à prendre des initiatives avec beaucoup de force, d'énergie, de courage. Il y a une facilité à entraîner les autres dans ses projets, à motiver un groupe grâce à Jupiter et à sa dimension sociale. Alors c'est un Mars très puissant. Jupiter amplifie les planètes avec qui il est en contact. Et ce Mars en Scorpion est très à l'aise dans un mode d'énergie qui lui convient parfaitement. Alors, il agira peut-être de façon moins frontale, moins voyante que s'il était dans son autre domicile, le Bélier. Le Scorpion aime cultiver le secret, et ça concerne ici l'action, l'initiative, la motivation martienne. En revanche, cette conjonction Mars-Jupiter est carrée à Saturne. Alors Saturne, c'est un peu l'antithèse de Jupiter. Là où cette dernière amplifie, développe, facilite, Saturne contracte, freine. En carré à une planète qui ne demande qu'à faire jaillir son énergie, Mars, cela donne souvent beaucoup d'impulsivité, une énergie mal canalisée qui sort par à-coups. Alors ça peut même rendre parfois brusque, agressif, avec une colère froide ou une volonté farouche de s'affirmer et de façon généralement maladroite. Avec un Mars en Scorpion, tout ça peut être intériorisé. Et avec le fond du thème qu'on a vu au début, on n'est pas dans l'affrontement direct. Le carré de Saturne peut ici être vécu par une certaine obstination, parfois stérile, qui peut mener à des échecs d'ailleurs. Alors dans ce thème, Saturne est en exil, en Lion, signe où la planète est moins à l'aise, et Mars, on l'a vu, fonctionne très bien en Scorpion, en domicile, amplifié par Jupiter. On a donc une forte énergie martienne, et la vie de Raël montre qu'il a vécu cela à travers la recherche de sensations fortes, à l'époque où il s'est essayé à la course automobile. Alors ça n'a pas duré longtemps, il n'était pas très doué apparemment. Mais Mars, c'est aussi l'une des 2 planètes libidinales. Elle représente le désir, l'énergie sexuelle. Surtout que dans son thème, la planète maîtrise la maison 8, dont la cuspide, la porte d'entrée en quelque sorte, est en bélier, signe gouverné par Mars. Le signe du Scorpion, 8e signe, qui a des analogies avec la maison 8, est aussi lié à la sexualité, entre autres.
Donc cette conjonction Mars-Jupiter en Scorpion indique une forte énergie sexuelle, hein, des besoins d'exprimer cette énergie dans une sexualité sans doute très active. Alors je dis sans doute, hein, mais on connaît certains de ces dogmes, dont la liberté sexuelle et l'encouragement à la pratique. À noter que Vénus, la seconde planète libidinale, est également en Scorpion dans son thème, ce qui va dans le même sens, même si on n'est pas du tout dans les mêmes besoins qu'un Mars-Jupiter. Le carré à Saturne a sûrement contribué à ces dérapages, à l'expression incontrôlée de cette énergie. On transgresse plus facilement certaines limites, hein, certains tabous, ce qui convient d'ailleurs très bien à son côté uranien, qui est hors code, hein, hors convention. Ce Saturne est en maison 11, accompagné de Pluton. Alors la maison 11 nous parle du groupe, alors que ce soit un groupe d'amis, un syndicat, une corporation, une association, ou tout ensemble de personnes avec un intérêt commun et un soutien mutuel ou un projet commun. La maison où se trouve Saturne, dans un thème, pose généralement problème, du moins au début de la vie. Il y a quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, il y a une obligation de conscientisation, puis d'un travail à faire sur soi, d'un effort à fournir pour s'y sentir libre d'agir. Avant ça, il y a deux réactions possibles. Donc ça peut être le renoncement. On évite les situations qui posent problème, qui réveillent ce sentiment de malaise. Donc ici, on évite les groupes, on est plutôt un électron libre. Ou alors, autre réaction, l'avidité. On cherche à tout prix à intégrer ou à créer un groupe d'amis, par exemple, et à se rassurer dans leur soutien. Mais tout ça de manière assez compulsive. Dans le thème de Raël, Saturne est associé à Pluton. C'est une planète qui est liée au pouvoir, à l'emprise. La conjonction de ces deux planètes en maison 11 peut amener à cette volonté de création d'un groupe, une secte en l'occurrence, et d'en garder le contrôle. Alors, c'est évidemment pas le cas à chaque fois qu'on a une conjonction Saturne-Pluton en maison 11, mais l'association de ces deux planètes, avec un Saturne en exil, en Lion, amène à se poser la question du rapport au pouvoir. Cette conjonction est en sextile au Soleil, un aspect harmonique, et indique une certaine maîtrise, hein, de tout ça. D'ailleurs, les deux conjonctions Soleil-Neptune et Saturne-Pluton sont bien reliées au milieu du ciel, angle du thème, hein, qui est lié à notre vie sociale, notre vie publique, à notre carrière, notre fonction dans la société. Et donc ces deux conjonctions peuvent ici être utilisées facilement dans ce domaine. Alors je ne l'ai pas précisé, mais une conjonction Soleil-Neptune peut donner un côté mystique. On peut être loin de la réalité si cette conjonction est mal intégrée dans le reste du thème. Alors chez lui, ce n'est pas le cas. Les témoignages, hein, de ses proches, qu'on entend notamment dans le documentaire, nous apprennent qu'il ne croyait absolument pas en ce qu'il disait, qu'il était vraiment entré dans un mensonge qui l'a emmené très loin, et dont il s'est servi pour sa gloire personnelle. D'ailleurs, il faut avoir la tête sur les épaules, hein, pour arriver à mettre en place ces organisations qui brassaient beaucoup d'argent, pour créer des sociétés annexes comme Cloned en charge du clonage, pour gérer ces centaines ou milliers de personnes qui vivaient dans des grands domaines, hein, à la campagne, que ce soit en France puis au Canada. Chez lui, cette conjonction lui a permis de sentir les choses, sentir les gens, leurs besoins, d'avoir l'inspiration pour leur dire ce qu'ils avaient besoin d'entendre à ce moment-là, pour garder ses adeptes, hein, ralliés à sa cause. Neptune, planète transsaturnienne, en conjonction étroite à son Soleil, a aussi sans doute contribué à lui donner une sorte d'aura transpersonnelle, un voile mystique crédible pour les membres de sa secte. Alors, autre chose, on a beaucoup de planètes en maison 2, la moitié en fait, hein, 5 planètes sur 10, donc y compris le Soleil et le maître d'ascendant, Mercure. Alors la conjonction Soleil-Neptune est toute proche de la cuspide de la maison 2, on peut donc considérer qu'elle a une action, hein, déjà sur la deuxième maison. En plus, on a une heure de naissance ronde, 5 heures pile, ce qui est toujours à prendre avec des pincettes, hein, surtout dans les années 40. Et donc il ne faut pas considérer la position des maisons au degré près. La maison 2 est traditionnellement liée aux valeurs, aux finances. On connaît son avidité, hein, pour l'argent. Il ne s'est pas gêné pour demander aux membres de sa secte de lui verser une petite partie de leur salaire. C'est aussi la maison associée à la valeur que l'on se porte, mais aussi à nos acquis, nos dons, nos talents. Avec un maître d'ascendant et un soleil en maison 2, plus donc les trois autres planètes, il y a sûrement chez lui un besoin de prouver sa valeur. Tous les moyens sont bons, mais aussi d'utiliser ses propres talents, des qualités inhérentes à sa personnalité pour réussir dans la vie. Une grosse maison 2, comme ici, peut rendre mégalo.
Et la présence de Neptune conjoint au Soleil ne l'a pas aidé à poser des limites, hein, bien au contraire. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de la Lune et Vénus. Ces deux planètes qu'on appelle les planètes affectives sont dans la troisième maison, secteur lié aux apprentissages, à la mobilité, mais aussi à la communication. C'est la maison qui montre notre mode d'interaction avec le monde extérieur. On voit ici, par la présence de ces deux planètes, une facilité à communiquer, à interagir avec les autres peut d'ailleurs être un moyen pour lui de se ressourcer, avec une Lune en maison 3. Et Vénus en maison 3 lui permet aussi de séduire facilement son auditoire, hein, par ses mots, par sa façon de parler, sa façon de rentrer en contact, hein, avec chaque personne. Cette Vénus est en carré, un carré assez large à Pluton, et cette Vénus en Scorpion, qui est un signe gouverné par Pluton, fait que c'est une Vénus plutonisée. Donc là aussi, Eros et Thanatos, hein, sont liés. Le pouvoir se mélange à la séduction. Ça procure aussi chez lui un besoin d'intensité, d'une certaine passion dans ses relations amoureuses. Avec là encore, comme on l'a vu plus tôt, des besoins sexuels sûrement très forts, et peut-être une forme d'emprise, des jeux de pouvoir dans ses relations intimes. Alors, un petit mot aussi sur Mercure. Cette planète représente notre mode de pensée, notre mode d'intellect, hein, notre mode de communication également, notre façon de rentrer en relation avec les autres. En Balance, on a là aussi des qualités relationnelles, hein, indéniables, qui lui ont beaucoup servi. Le Trigone et Uranus, autre planète cérébrale, donne un esprit assez conceptuel, inventif, parfois avant-gardiste. Il y a une certaine rapidité, hein, de compréhension, de réflexion également. Le sextile à Pluton procure une certaine profondeur d'esprit, un sens psychologique, là aussi très utile à son entreprise, hein, entre guillemets. Et ce Mercure est bien relié au milieu du ciel, donc utilisé facilement et naturellement, sans effort, pour l'aider dans sa carrière et dans ses objectifs personnels. Alors je voulais terminer par vous parler des points fictifs. Alors ce ne sont pas des astres, ce sont la lune noire et les nœuds de la lune. Ils donnent des précisions sur un plan plus spirituel, plus karmique, au thème astral. Alors j'ai fait une vidéo consacrée aux nœuds de la lune, hein, il y a quelques semaines, si ça vous intéresse. Donc l'axe des nœuds, et notamment le nœud nord, indique la direction à prendre dans la vie, les valeurs vers lesquelles tendre pour progresser d'un point de vue spirituel, pour faire progresser son âme en quelque sorte. Le nœud sud symbolise notre bagage accumulé durant nos vies antérieures, et le nœud nord, les qualités à acquérir dans notre incarnation actuelle. Alors c'est très intéressant de constater que l'axe des nœuds se superpose à l'axe vertical de son thème, donc aux deux angles, hein, que sont le fond du ciel et le milieu du ciel. Le fond du ciel parle de nos racines, de notre passé, de notre famille, notre foyer, donc celui d'où on vient, mais aussi celui qu'on créera plus tard. Et le milieu du ciel parle de notre vie publique, de notre rôle, notre fonction à l'extérieur, donc de notre profession, de notre carrière. Avec un nœud nord sur le milieu du ciel, peut-être s'est-il convaincu au fil du temps que son destin personnel, ses objectifs, avaient quelque chose de plus universel. Alors c'est juste une hypothèse de ma part, hein, mais je me suis demandé si ça n'avait pas pu jouer dans le rôle qu'il s'est inventé au départ, et si au fil du temps il ne s'est pas vraiment pris pour le prophète, hein, qu'il prétendait être. Alors j'ai pas d'informations sur son enfance, mais une lune noire conjointe au fond du ciel peut montrer un sentiment de rejet, une blessure, une peur archaïque liée à son passé, à son enfance. Cette lune noire est aussi conjointe à son nœud sud, donc peut-être que cela a aussi contribué à ce qu'il fonce tête baissée vers son nœud nord, à ce qu'il fuit ce nœud sud et ce fond du ciel, et à ce qu'il s'invente ce destin hors du commun, un rôle de messager du ciel, ou plutôt de messager des Elohim, hein, comme il les appelle, avec ce milieu du ciel en Gémeaux, signe qui symbolise très bien cette fonction qu'il s'est donnée. Donc voilà ce que m'inspire le thème de Raël. Alors je rappelle que chaque thème astral peut être vécu de différentes manières. Si Claude Vorilhon était né avec ce thème à une autre époque, dans un autre pays ou dans un autre milieu, il n'aurait sûrement pas eu la même vie. Les énergies en jeu, les tiraillements internes, les besoins profonds, les facilités, les complexes seraient les mêmes, c'est ce que montre le thème, mais ils n'auraient pas été gérés de la même façon. Alors si ce documentaire vous intéresse, il est disponible en ce moment sur Netflix, hein. Il est super bien documenté, il est vraiment très intéressant, c'est en 4 parties. Donc voilà, j'ai terminé sur Raël, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.